Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Jonathan, salut Clément. Salut Guillaume. Je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'était quoi votre meilleur moment de la journée avant le point d'orgue, qui est l'interview de cet instant? Quand je me suis levé du lit, je pense. Et toi Clément? Moi, je pense que c'est mon repas à midi parce que je suis allé voir mon petit neveu qui a 3 mois et ça m'a fait plaisir entre 2 réunions en EHPAD de voir mon petit neveu de 3 mois. Parfait. Et de grignoter un morceau parce que là, tu es en train de t'enfiler quelques cookies là, pour le goûter. J'ai l'impression que j'ai en face de moi 1 voire 2 gourmands. Messieurs, on enregistre cet épisode le 9 septembre. Je suis sûr que vous le saviez, mais c'est la journée internationale du Sudoku. Je vais vous surprendre. Bien qu'associé au Japon, le Sudoku a été en réalité inventé. Oh, il me sort un Sudoku incroyable. Quel niveau? 3-4? 3-4, pas plus. Oh, t'es fort. C'est déjà bien, franchement. C'est déjà bien. Et donc, je sais pas si vous le saviez, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas japonais. C'est un Américain qui l'a inventé, Howard Gaines, en 79 sous le nom de Number Place. Donc, est-ce qu'à l'image du Sudoku, made in USA, mais estampillé japonais dans l'image collective, c'est quoi l'idée reçue sur le trail qui vous fait le plus sourire? Ce qu'on pourrait imaginer qu'est le trail et qui en fait l'est pas du tout ou pas tant que ça. Alors moi, ce qui me fait le plus sourire, c'est que les premiers, ils font aucun effort pour y arriver et ils souffrent pas. On a vu des fois l'UTMB, les premiers passés, ils sont autant en difficulté, on va dire, que les derniers, juste qu'ils mettent moins de temps ou que du coup ça dure moins longtemps. Tu valides, Jonathan? Je valide, c'est une super bonne phrase. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter. C'est la question inaugurale du podcast, mais vous n'avez pas le droit de me parler de sport à ce stade. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir de vous qui ne concerne pas le sport? Sinon, je bip à chaque fois qu'il y a un mot en lien avec le sport. Et ben moi, je me présente. Je m'appelle Jonathan Aboulet. J'ai 32 ans et je suis tétraplégique et qui n'est pas lié avec le sport. Il n'y a pas grand-chose parce que ma vie est beaucoup autour du sport. Mais par contre, j'adore m'amuser et partager des bons moments en famille et avec des amis. Parfait. Fan de bonne bouffe, j'ai l'impression. On en a parlé, ça fait déjà un moment, on en parle beaucoup. On peut en parler, mais vous savez, quand on fait du sport, il faut aussi savoir faire gaffe à son alimentation. Et du coup, c'est un peu mon défaut, je pense. Et toi, Clément? Alors, moi, je suis infirmier en pratique avancée, IPA, donc pas comme la bière. En gros, voilà, c'est le nouveau métier dans la santé pour seconder les médecins et aider à la prescription dans certaines pathologies. Je suis spécialisé dans les maladies d'Alzheimer et maladies de Parkinson, ce qui est neurodégénératif. Sinon, à part le sport dans ma vie, la nourriture, c'est quand même un gros point commun qu'on a en Ariège avec Jonathan et bien manger. Après, je suis râleur élite. Je peux râler. Okay. Un gros index UTMB. Ouais, un gros index de râlage. Ouais, je pense que je m'approche des 900. Ouais, je suis pas mal. Et mais sinon, voilà, très famille, on est toujours très famille et voilà. Et les amis? Des bons vivants. J'ai l'impression que Jonathan confirme que tu es un râleur professionnel, un petit hochement de tête. On est équilibré là-dessus. Je suis pas loin d'indice, peut-être un peu moins, mais j'ai un bon indice UTMB aussi là-dessus. Bon, va falloir tenir 1 heure, les gars. Okay. Je compte sur vous. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, même à votre enfance. C'était quoi vos bonheurs du quotidien? Quels souvenirs vous chérissiez de cette époque-là de votre vie? C'était quoi vos plaisirs? Être dehors, bouquiner, bricoler? Qu'est-ce qui vous a vibré? Ouais, moi, je suis un gros bricoleur. La bécane, surtout quand on était jeune, on avait les 50, tout ça, bricoler les vélos, les choses comme ça. Dans nos petits villages, parce que moi, je viens d'un petit village où on était 6 habitants. Les amis, se rejoindre à l'époque, il n'y avait pas les portables quand on était jeune. Alors, on se rejoignait sur la place du village à 14h, tous les après-midi pendant les vacances, à faire les conneries avec le frère, les copains, aller bricoler à droite, fabriquer des cabanes, des choses comme ça. C'était ça, la jeunesse. C'était trop bien. L'insouciance, des fois, mettre un peu sa vie en danger, on ne s'en rendait pas forcément compte. C'était trop bien. La grosse vie. Et toi, Clément? Moi, on va dire que les premiers souvenirs que j'ai, c'est plus que j'ai travaillé ma capacité d'adaptation de suite parce que j'étais avec ma grande sœur et ma cousine et je me suis mis à jouer à la Barbie tout petit pour être avec elle et passer du temps avec elle alors que
Et du coup, maintenant, je suis incapable de bricoler quelque chose. Mais voilà, j'ai fait des choix de vie, quoi. Je me suis adapté, je passais du temps avec mes proches, mes amis. Voilà, c'était ça, surtout les souvenirs qui me viennent. Une approche très moderne, en tout cas, de jouer à la Barbie à l'époque. C'est bien, c'est une preuve d'ouverture déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la course à pied? Est-ce que c'était un intérêt quelconque là quand vous étiez jeune ou début d'adolescence? Est-ce que c'était un sport qui vous intéressait en soi ou vous étiez assez loin de tout ça? C'était une corvée pour moi. Pour moi, c'était vraiment pas mon truc. J'étais obligé parce qu'on faisait un sport collectif et qu'on avait les prépas physiques en début de saison. Mais c'était vraiment pas mon truc. Courir pour courir, c'était pas du tout vers quoi je me portais. Il fallait un objectif, toujours un ballon, quelque chose avec moi pour que ça me donne envie. Mais c'est vrai que c'était pas du tout mon truc qu'à la base. Et ce qui t'habitait là dans le rugby, tu l'as pratiqué. Ouais. T'avais vraiment l'esprit de compétition. C'était ça le sujet ou plutôt d'être avec les copains? J'ai jamais joué pour jouer. J'ai toujours joué si tu me donnes un objectif pour gagner. Je joue pas pour jouer, moi je joue pour gagner. C'est avant tout ça, j'étais un très mauvais perdant en plus et je le suis toujours un peu actuellement. Pour vous dire, je suis capable de me battre avec mes nièces. Voilà. Mais non, non, j'ai toujours joué pour gagner et ce qui me plaisait, c'était le faire en équipe. Je trouve que on était un esprit d'équipe, le partage. Euh, Quand il y avait quelque chose de dur qui arrivait à un copain, on vivait tous le même drame, on était là pour le soutenir et quand ça t'arrivait à toi, c'était pareil. C'est ce qui me plaisait dans le sport collectif. J'ai toujours été tourné plus dans le sport collectif et c'est vrai que je me retrouvais vachement là-dedans. Et toi, Clément, ton sport de cœur, c'était quoi? Alors moi, j'ai commencé par le tennis. Et c'est vrai que au fil du temps, il a fallu aussi faire des prépas physiques et la course à pied, elle arrivait un peu comme ça. Mais après, on avait aussi la montagne qu'on pratiquait, on va dire, en loisir avec nos parents. Mais le trail n'existait pas. Donc, comme c'est une jeune discipline, nous, à l'époque, voilà, c'était plus de la course pour préparer notre sport fétiche, quoi. Pas vraiment un choix, plutôt une contrainte. Jonathan, on va avancer dans le temps. À 19 ans, tu as connu un accident de rugby, un grave accident. Est-ce que tu peux nous parler du contexte et de sa teneur? Ouais, en 2012, ouais, à l'âge de mes 18 ans, un peu plus. Sur un plaquage, j'ai les cervicales qui se sont brisées. Et du jour au lendemain, ma vie a basculé parce que de quelqu'un qui se levait le matin facilement pour aller travailler et faire ses activités, son sport, ces choses comme ça, ma vie bascule et se retrouve du jour au lendemain dans un lit d'hôpital où on se réveille du coma, où on ne bouge plus aucun membre de son corps et qu'on te fait vite comprendre que c'est possible que tu restes comme ça. Il a fallu se battre, se travailler et avec aussi un peu de chance, j'ai pu récupérer pas mal de mobilité, mais il a fallu vraiment se battre. Tu avais cette conviction-là, tu étais confiant au moment où tu as annoncé ce diagnostic assez pessimiste sur ta capacité à pouvoir préserver ton autonomie? Non, du tout. Pour moi, le monde s'est écroulé autour de moi à ce moment-là parce que je me suis dit, purée, moi, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de ski, la montagne, comme dit Clément depuis le début, c'est quelque chose qui m'animait. Et pour moi, tout ça s'est écroulé. Ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu de ma famille qui a été très, très fort à ce moment-là et qui m'a vraiment soutenu et essayé de me faire comprendre que ça allait être possible de découvrir d'autres choses. Mais non, le monde s'écroule, c'est très dur et j'ai eu la chance d'être bien entouré pour lever la tête. Mais au début, tu vois tout noir. Hein, il y a pas, c'est très dur de voir quelque chose de positif et le positif, tu arrives à le récupérer un peu tous les jours parce que tu vois une progression. Et au début, la moindre progression pour toi, c'est un pas immense, c'est ce qui te fait tenir. C'est ce que j'avais demandé. Le premier moment, tu as eu le sentiment de ressentir de l'espoir, de voir de la lumière à travers tout ça. Ça a été tes avancées. Est-ce que ça a été aussi te projeter sur des objectifs, des réalisations? Mais déjà, le premier moment, moi, j'ai eu des gros problèmes respiratoires. J'ai une machine qui m'a fait respirer tout ça pendant des mois et des mois. Et la première victoire, c'est quand on te dit, tu vas pouvoir quitter le service de réa parce que j'étais trop instable pour le quitter, pour m'amener dans un autre hôpital qui est à Rangueil, à Toulouse, en, en rééducation, entre guillemets, toujours avec la trachéo, mais c'est ces petits pas-là qui te font progresser. Mais au début, c'est surtout les médecins qui te disent ce que tu peux faire. Et après, quand j'ai pu vraiment me dire qu'est-ce que c'est ton objectif dans la vie, c'était faire des petits paliers. Et moi, ça a été vraiment me rendre le plus autonome possible. C'était vraiment ça mon objectif. Et
je voulais pas, en fait, que ma vie soit dictée par, il y a des gens qui doivent arriver à telle heure pour faire ça dans ta vie. C'était vraiment quelque chose que j'arrivais pas à me dire, ça sera millimétré comme, à telle heure, faudra faire telle chose, à telle heure. Je voulais pas ça. Je voulais pouvoir garder ma liberté, que j'ai besoin de personne pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'occuper de moi. Et ça a été ça vraiment le gros objectif qui m'a tenu en éveil le temps de ma rééducation. À quel moment tu as commencé à formuler des projets qui étaient en lien avec le sport, une reprise du sport sous quelque forme que ce soit? Alors, c'est bizarre parce qu'il y a aucun projet qui vient vraiment de moi. Tous les projets, c'est des gens qui, je pense, avaient de la sympathie, de l'amitié pour moi, et même de l'amour, qui m'a toujours dit, tiens, on pourrait essayer. Et vu que j'adore tenter des nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses, c'est ce qui m'a fait dire, ben tiens, ouais, je veux bien essayer ça. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert l'amour de nouveaux sports, de nouvelles choses. Ça a commencé avec le handball. C'est des gens qui sont venus me chercher en disant, viens voir un match, viens à l'entraînement, viens participer. Et j'ai découvert que c'était un magnifique sport. Après, Clément a fait la même chose avec la montagne, c'est parce que l'idée de quand même participer à UTMB et la première personne qui m'a dit ça serait bien, j'aimerais bien que tu refasses de la montagne, c'est lui qui a eu cette idée-là et c'est grâce à lui que j'ai repris plaisir et que c'est quelque chose de magnifique que j'ai vécu la première fois que j'ai remis les pieds, on va dire, parce que bon, j'ai quand même des pieds, hein, en montagne. Et après, pareil avec la plongée, c'est une expérience. On m'a dit, ça te tente de tenter de plonger. J'ai répondu oui, et ben parfait. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est des disciplines qui me plaisent énormément et que c'est ça qui me donne les objectifs. Mais c'est souvent les gens qui me proposent de tenter un nouveau exploit. Clément, est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de l'association Trail Sans Limite, nous raconter un petit peu ces missions, la vision que vous en avez, qui en est à l'initiative finalement? Mais comme il disait Jonathan, en fait, on a fait une sortie hasardeuse une première fois en Jolette. Et puis après, moi, je me suis dit, c'était quand même pas mal. Jonathan, il pensait plus pouvoir aller en montagne. On a passé tout ce moment. On pourrait faire des courses. Et du coup, j'avais envoyé un mail à l'UTMB, mais au culot, ouais. Et, elle m'avait répondu par je ne sais quel miracle. Et là, on s'est dit, ben ah, on va créer une association pour justement permettre ce projet, le monter de manière pérenne et aussi l'ouvrir à d'autres personnes. Parce que là, on arrive sur un quiproquo où les gens, en fait, ils pensent que c'est que pour Jonathan, l'association. Alors que nous, voilà, on serait prêt à l'ouvrir vraiment à beaucoup de personnes. Mais après, c'est sûr que contrairement à d'autres associations de Jolette, on est un peu plus rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire que il faut, voilà. Après, on s'adapte aussi, mais c'est sûr que les sorties qu'on fait, il faut, voilà. On a déjà pris quelques autres, mais c'est quand même dur, hein. Ouais, oui. Bon, après, il faut qu'on s'adapte aussi. Et du coup, Vous êtes 3 à co-présider l'association, c'est ça? on est 2. Donc, tu avais rencontré Nicolas et toi? Nicolas, voilà, et moi. Nicolas, c'est, on va dire, moi, j'ai eu l'idée de la Jolette, de la course, et Nicolas, c'était l'architecte. Moi, j'ai dit, je veux faire une maison, et Nicolas dit, on va te dire comment faire la maison. Voilà. Et Nico, ça a vraiment été la poutre pour tout ça. Et sur le palier, c'est Jonathan. Voilà. Ouais, après, on est plusieurs dans le bureau et on n'est pas que 3. Il y a plein de gens qui sont autour pour nous aider et ça, c'est très important aussi. On a monté quelque chose de gros. C'est un sacré aussi budget pour se déplacer au nombre qu'on est. Tu as bien vu qu'on était très nombreux pour aller faire des courses comme on a fait comme on fait. Du coup, c'est des budgets, c'est des sommes et voilà pourquoi l'association est là. Et après, comme disait super bien Clément, moi, quand je vois le bonheur que ça me fait de pouvoir remettre les pieds en montagne, aller voir des paysages fantastiques, tout ça et tout, je trouve que c'est trop bien de l'ouvrir à d'autres personnes à mobilité réduite ou avec des problèmes de santé qui ne peuvent pas faire de rando et les ramener à des endroits qu'ils ont envie d'aller voir. L'association Trail Sans Limite, parce que je pense pas l'avoir citée, c'est combien de membres aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de trouver des bénévoles, des gens qui veulent s'investir? Ça frappe à la porte? Alors là, on est une 50aine de membres. Dans le fil rouge quand même, et du coup, il y a quand même l'histoire de handball. Comme Jonathan, il est rentré au handball, faire entraîneur. Il y a pas mal de joueurs de hand aussi qui sont venus dans l'association pour prêter main forte à l'association. Il y a quelques coureurs qui sont venus aussi trailer. Après, ça frappe à la porte beaucoup après l'UTMB, quand il y a les vidéos. Et alors, par contre, ils viennent de Lille, il y en a, ils sont de partout. Donc là, ben, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que, voilà, 50 en 2 ans, on trouve que c'est pas mal. Mais voilà, après, il faut toujours avoir des projets. Là, le noyau dur, c'est quand même le noyau du sport du handball qu'on est, quoi. C'est quand même une belle bande de copains sur les 50.
Est-ce qu'il y a des critères sportifs? Parce qu'on aura l'occasion de parler un peu plus spécifiquement de la Joëlette, mais est-ce qu'il y a un niveau d'exigence quand même minimal sur sportivement ou est-ce que c'est ouvert très largement? Ah non, on est ouvert à tous. On est ouvert à tous et à tout le monde pour pratiquer, pour faire des courses. Alors après, par contre, pour l'UTMB, quand c'est des courses comme ça qui nous disent c'est les barrières horaires humaines, ah ben là, par contre, il faut qu'on réfléchisse un peu aussi pour à se déplacer, essayer de rentrer dans les barrières, quoi. Pas trop jouer avec le feu. C'est quoi le mode de financement aujourd'hui, là, l'association? Mais principalement, du coup, c'est des. C'est là. Oui, c'est du mécénat. C'est du mécénat. C'est des entreprises comme, on va citer quelques-uns si c'est possible, Iron, ASICS, tout ça qui nous soutiennent. Et des entreprises surtout de chez nous, mine de rien, de notre région à nous, des patrons qu'on connaît, des amis qui nous soutiennent pour pouvoir qu'on puisse vivre des super projets. Il y a après il y a les banques aussi avec Voilà. budget handicap qui sont des grosses mains fortes. Et après, je veux dire, chaque entreprise de de membres de l'association, on essaye aussi de promouvoir ça. Puis ça a quand même une belle image, une belle valeur. Donc bon, c'est vrai qu'on a quand même des donateurs. Et Iron et ASIC, j'en reviens sur ça, c'est surtout un don équipementier. Puisque moi, ce que je trouvais qui était quand même un point fondamental quand on fait des arrivées, c'est qu'on ait tous le même vêtement et qu'on ait tous le même équipement. Je trouvais que c'était fondamental pour montrer le lien d'équipe, quoi. Pas d'arriver un avec un kawaii bleu, l'autre vert et l'autre rouge, quoi. Et après, à tout membre de l'association, on essaye que ça leur coûte vraiment 0 €. C'est vraiment, on essaye que les courses soient pris en charge par l'association, par tout ça, et qu'eux, ils soient que là pour le plaisir et surtout profiter du moment présent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, là, pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers, comment est-ce que concrètement c'est fait une Joëlette? Comment est-ce qu'on l'opère? Voilà, un équipage, est-ce qu'il est évolutif en fonction du terrain, les montées, les descentes, le plat? Voilà, juste nous donner un peu un aperçu pratico-pratique de la Joëlette. Alors, la Joëlette, souvent, c'est 6 personnes autour de la Joëlette, dont un qui est au guidon derrière et qui gère aussi le frein. Celui qui est au guidon, il est plus pour pousser. C'est vraiment un effort de pousser et mettre son poids devant et sur le guidon pour que la Joëlette reste assez à l'horizontale. On a 2 personnes sur le côté en remontant sur la Joëlette, de chaque côté de la personne qui est sur la Joëlette. Eux qui sont plus là pour garder la Joëlette droite, que quand on prend un caillou, une racine, qu'on tombe sur un côté, qui est vraiment là pour la redresser et me maintenir le plus droit possible. On a une personne au milieu, moi j'appelle ça un peu le tracteur. C'est la personne qui est vraiment cinglée avec moi sur la Joëlette. Ça veut dire que s'il tombe, je tombe. Qu'on est vraiment solidaire avec cette personne-là. Ça arrivé récemment d'ailleurs. Ouais, j'ai fait 2 tonneaux il y a pas si longtemps que ça, et du coup je l'ai partagé avec un copain à moi qui est Nico, bien sûr, et le pauvre, mais qui est vraiment solidaire à moi, qui est vraiment bien cinglé et qui lui est vraiment en train de tracter vraiment la Joëlette et de mettre énergie. Et encore devant, grâce à des sangles, on attache 2 personnes avec des baudriers qui permettent un peu avec d'être un peu comme des. Alors c'est triste ce que je vais dire, mais je pense pas du tout. Mais pour imaginer aux gens, un peu comme un attelage de chiens de traîneau et qui sont encore plus devant en train de tracter pour amener de la puissance. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir une première expérience délicate physiquement? C'est quand même très engageant, etc. pour toi qui es sur la Joëlette. Est-ce que la toute première fois où tu l'as testé, le premier entraînement, quel souvenir tu gardes de ce moment-là, à la fois peut-être physiquement sur la contrainte et puis tout ce que ça a pu t'ouvrir comme nouvel horizon aussi? Alors, la première fois, ce que je retiens, alors oui, ça a été très dur. En plus, on s'était envoyé dans un bourbier avec des gens pas forcément sportifs. On ne sait pas dans quoi on allait. C'était la première fois qu'on voyait une Joëlette pour la moitié des personnes. On ne savait pas dans quoi on s'envoyait. Franchement, c'était un exploit. Ça a été quelque chose de magnifique. Mais ce que je vais retenir, c'est le bonheur. J'ai vécu quelque chose que je ne pensais jamais revivre de ma vie. On est arrivé en haut du Port d'Ola. On m'a servi un petit Ricard avec Port d'Orle. Port d'Orle, je te coupe parce que chez moi, c'est familial, c'est Port d'Orle. Port d'Orle, désolé, j'ai que ça. Il faut être précis, c'est important. Non, c'est important, t'as bien fait, Clément. On m'a servi un petit Ricard à cette altitude-là avec une eau qui coulait d'une source. Et pour moi, c'était des choses que ça allait plus être possible. Tu tournais ta tête à droite, tu voyais un paysage magnifique, à gauche aussi. On est redescendu, on a passé à manger et à faire la fête dans un chalet d'altitude à Montgari, une auberge. C'était extraordinaire. C'était un moment, je pensais jamais le revivre. Et j'ai des émotions qui me sont passées en disant, mais regarde, on t'a prouvé que c'était encore possible. Et c'est extraordinaire.
c'est surtout ça la première fois que je vais retenir. Alors même si physiquement c'était très dur, c'est ce que je vais retenir. Très vite, il a fallu vous fixer un objectif de course pour vous motiver, créer une dynamique aussi, une perspective. Alors, C'était important. Moi, je vais être honnête avec toi. Vas-y, Je vais dire une petite anecdote. C'est que des membres qui ont fait la première sortie, pour vous dire comment c'était dur, on n'était pas prêt à cet effort. On n'est plus que 2. On avait dû le monter à 20. Il y en a 18 autres. Ils m'ont dit, bon, Clément, c'était bien sympa. Mais franchement, c'est fini. Oublie-nous. Voilà, on ne parle plus de Joëlette. On était contents, mais on n'en parle plus. Voilà, c'était juste pour ça, le petit point. Dissuasif. Voilà. Et après, pour être honnête avec vous, moi, la course à pied, je savais pas du tout ce que c'était. Et quand Clément me dit, ça te tente de faire l'UTMB, l'OCC, je sais même pas ce que c'est. Je vais être honnête, j'étais même pas au courant de ce que c'est. Et je pense que c'est pas forcément au début l'UTMB, d'aller faire l'UTMB qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était, tiens, je me relance dans un objectif à me préparer et à essayer de faire quelque chose de grand. C'était surtout ça qui me plaisait, que plus aller participer à faire du trail. Et tout en gardant le truc de dire, purée, c'est trop bien, je vais accéder à des endroits que sans mes copains, sans trail sans limite, j'aurais pas accès. C'était ça qui me plaisait le plus dans tout ce qu'on me proposait. De manière générale, on aura l'occasion de parler plus spécifiquement de l'OCC et la CCC un peu plus tard dans l'épisode. Est-ce que tu es très rigoureux et discipliné, toi, Jonathan, quand c'est le mois de février, qu'il fait -50, qu'il pleut, etc., qu'il faut aller faire un entraînement? Est-ce que tu arrives à garder le cap? Est-ce que vous aussi, tous les bénévoles et tous les membres de l'asso sont toujours là dans toutes les circonstances, ou est-ce que parfois c'est plus compliqué? Pour ma part, moi, je suis tout le temps présent. J'adore ça. Je prends des super moments. En plus, on découvre. Moi, j'ai découvert plein de choses. J'apprends sur moi-même. J'apprends sur le trail. Je trouve ça super intéressant. Je prends vraiment mon pied. Du coup, je suis très, très souvent présent. Et Clément va répondre pour la suite de la question avec le membre, mais bon. Nous aussi, on est très contents d'être là. Il y a beaucoup de présence, notamment cette année. Les licenciés répondaient présents à pas mal de courses. Après, forcément, il y a eu des courses où Jonathan, il était pénible, des courses où nous, on écoutait moins Jonathan, où on avait froid. Parce que c'est vrai qu'on a eu toutes nos courses qu'on a fait. Il a fait très froid. Après, c'était cataclysmique. Nous, on avait froid en courant. Alors, on comprenait que Jonathan avait froid, mais du coup, il était désagréable avec nous. Mais ça peut aussi signifier un peu de pression par rapport aux objectifs, par rapport à des moments dans l'année. Donc, bon, voilà, ça fait partie du sport. Et même nous, entre nous, des fois, on n'est pas coordonnés. Et du coup, ça crée des tensions, forcément, avec la fatigue, avec l'épuisement. Donc, c'est pas non plus tout rose. Mais pour la CCC, sur 25 ans, je crois qu'il n'y a pas eu d'engueulade, ou très peu. Ou une, je crois. Donc, bon, les gens, quand même, ils sont... voilà. Comme dit Clément, c'est pas évident, mais quand on passe la ligne d'arrivée, souvent on oublie tout ce qui s'est passé avant de n'importe quel trail et on est très content d'avoir partagé ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas évident. C'est pas évident. Clément, il me disait en antenne qu'il mettait des boules caisses pour les entraînements pour pas trop t'entendre, Jonathan. On va être peinard. Alors oui, mais je te signale que c'est pas moi qui crie le plus fort. Et toi, quand tu sors des entraînements, Jonathan, physiquement, t'es rincé, t'es complètement éprouvé. C'est quoi le type de douleur que tu peux ressentir et combien de temps ça dure? Alors, c'est fatigue, bien sûr. Tout dépend de ce qu'on fait comme entraînement aussi ce jour-là. Mais quand on fait des grosses sorties, oui, il y a de la fatigue. Après, normalement, on réattaque un peu, on va dire entre guillemets. On a des courses entre septembre et décembre, mais on en a très peu et on réattaque vraiment fin février les premières courses. Et au fur et à mesure de la saison, ça va de mieux en mieux. Je peux plus tirer en distance, tout ça et tout. Mais comme disait Clément, cette année, ça n'a pas été évident parce qu'on a vraiment eu une météo très, très difficile avec nous sur pas mal de courses qu'on a allées. Mais tant mieux parce que on a vu le résultat à l'UTMB. Je pense que ça m'a bien servi. mais ouais, je suis épuisé physiquement et aussi moins sur les courses d'entraînement. Mais j'ai appris que mentalement aussi, c'était très, très dur à des moments et que ça y joue beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup de chance vu que je cours jamais seul. Je peux m'appuyer sur beaucoup de personnes et échanger au moment où ça va très très mal. Mais ouais, mentalement, c'est très très dur aussi. Clément, je te remercie de ne pas taper dans les cookies que tu as devant toi. Là, je sais que la tentation est super forte, donc je te remercie pour préserver l'oralité de notre échange. Mais tu peux te l'autoriser quand même. Messieurs, pour continuer à mieux faire connaissance, je vous propose le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour vous. La première d'entre elles, vous pouvez être assez synthétique dans vos réponses, c'est la plus belle chose qu'une personne ait faite pour vous sans s'en rendre compte, un geste non intentionnel qui vous a touché. Alors moi, c'est pas très dur, hein. C'est me ramener en montagne.
Clément? Alors moi, c'est beaucoup moins profond. Au ravitaillement à Valorcine, j'étais mort de froid. Je suis à peine arrivé, il y avait déjà un licencié qui me tendait un verre de bouillon. J'ai trouvé ça, C'est beau. Et puis le bouillon, ça sauve des courses, hein. ouais, malheureusement. Deuxième question pour vous, messieurs. Le petit détail de votre personnalité que peu de gens connaissent autour de vous, mais qui vous définissent profondément. Ah, je commence. Non, il n'y a pas de souci. J'adore appeler ma nièce pour tout lui raconter quand je fais des trucs. D'accord. C'est la première au courant, c'est ma grande nièce, je l'appelle et je lui dis, ah, il m'est arrivé ça, 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 et avec elle, j'ai aucun filtre. T'es un peu le tonton déconne, c'est ça? Ouais, Parfait, c'est un beau rôle, ça. Elle doit être fan de toi, j'imagine. ouais. Et pour toi, Clément? Moi, je dirais que derrière le râleur élite, il y a quelqu'un de très sensible. Mais que des fois, les gens ne le voient pas. Dernière question de ce questionnaire de Proust. L'émotion qui vous guide le plus dans votre choix de vie, c'est quoi votre moteur? Le partage. J'adore partager les moments avec les copains, la famille. C'est vraiment le partage. Clément, c'est la même, c'est ça? Ouais, j'allais dire la même, mais je peux plus changer. J'allais dire la même. Qui a copié qui? Ouais, je peux savoir. Je pense que si on est liés, c'est un peu grâce à ça aussi. Messieurs, on va tranquillement plonger vers votre histoire avec l'UTMB. On va commencer par l'OCC et puis après aller sur la CCC. Je plonge juste le décor rapidement de la CCC. Donc, c'est la finale de la catégorie 100K. C'est la petite sœur de l'UTMB qui emmène les coureurs à travers une épreuve unique d'ultra-endurance de Courmayeur en Italie, à Chamonix. C'est 101 km et 6000 mètres de D+, au menu à parcourir entre Suisse, Italie et France. Les premiers concurrents, ils arrivent en général autour de 10 heures pour les hommes. Et c'est 26h30, la barrière horaire pour les derniers finishers de la course. Et vous étiez cette année 2127 coureurs au départ, ce vendredi 29 août, 1641 à l'arrivée, donc à peu près les 3/4. Pas mal. Et vous en faites partie, et ça, c'est une très belle réjouissance. Dans le podcast, il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique. Donc, c'est le moment où ça chatouille un peu dans l'épisode. C'est forcément n'importe quoi. Donc, je cherche une petite question tirée par les cheveux. Voilà, l'enjeu, c'est pas tellement de trouver la bonne réponse, mais c'est plutôt de s'amuser autour de ça. Donc, cette année, le vainqueur de la CCC, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est Francesco Pupi. C'est un coureur italien qui est très fort, qui avait déjà remporté la course en 2023 et qui a fini deuxième l'année dernière. Alors, Pupi, ça veut dire chiot en anglais. Donc, j'ai rien trouvé mieux que vous proposer un petit quiz sur les chiots. Voilà, vrai-faux. Donc, je pense que vous êtes très, très calé en chiot. Donc, je me suis dit que ça allait vous faire plaisir. On m'en parlait pas. Ça, franchement, un chiot, waouh. Je suis tombé juste. Ouais, je sens que je vous réjouis. Alors, j'ai 3 vrais-faux. On va voir comment vous allez vous en sortir. Alors, il y a une femelle Mastiff, c'est le nom de la race, qui a donné naissance à 18 chiots. C'est la plus grande portée jamais enregistrée. 18 chiots pour une portée. Vrai ou faux? Bah, c'est quoi, Clément? Faux, je pense que c'est impossible, 18. Moi, ça m'étonnerait pas parce que moi, j'en ai vu déjà avec 5, 6, 7, 8, tu vois. Et D'accord. l'être humain, des fois, il y a des 8 tuplés. Alors, je me dis pourquoi pas. Je suis habitué par 3, ça fait une 4. Ok, on dit vrai alors. On teste, C'est bon. on va dire vrai. Allez. Vous dites vrai. Alors, c'est en fait, vous avez un peu raison parce que c'est pas littéralement 18, c'est même plus que ça, c'est 24. On a dit Ouais, 24, on l'a dit. 8 x 3, 24. Franchement, des chiffres et des lettres, on est bien. Après la CCC, l'OCC, 8 x 3, hop, vous repartez avec le dictionnaire. Merci, c'est gentil. Bravo, messieurs. Bonne réponse. Allez, je vous l'accorde. Question numéro 2. Les chiots des Dalmatiens naissent entièrement blancs, pas de taches. Est-ce que Walt Disney a menti dans son dessin animé? J'en ai aucune idée. Je peux pas faire d'analyse là. C'est comme si les zèbres, ils naissent blancs, après il y a les rayures. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je dirais faux. Ouais. Eh ben, c'est vrai, messieurs. Ah, les tâches apparaissent après alors. Ouais, après quelques semaines, exactement. Elles foncent et elles se dessinent jusqu'à l'âge d'1 an. 1 sur 2. Et la dernière, les chiots ne savent pas remuer la queue avant 3-4 semaines. Oh, ça m'étonnerait pas. C'est un muscle et tout. C'est un peu comme les bébés pour apprendre à marcher, non? Bah, après, ils marchent de suite, les chiots. Oui. Moi, je dirais que c'est faux, ça. Ouais, vas-y, je te rejoins. Ouais, vu que normalement, musculairement, ils comprennent vite. Ouais, je dirais que c'est faux. Tu t'es fait retourner le cerveau quand même en 2 secondes là, Jonathan. Eh ben, t'aurais pas dû. Faut pas écouter Clément parce qu'il y connaît rien en chiot, apparemment. C'est vrai. Voilà. C'est un signe de joie, c'est une forme de communication sociale avec leur entourage, mais ils ont pas ça à la naissance, ils le développent avec le temps. Bon, vous avez été un peu aux abois sur cette question qui pique. Ah, bien joué le jeu de mots, bravo. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus par ces réponses. On va se plonger, messieurs, dans votre OCC. C'était en 2024. À quel moment il s'est dessiné ce projet? Tu nous as raconté, Clément, la prise de contact avec l'UTMB. Voilà, comment est-ce que tout ça s'est dessiné? Est-ce que si on dézoome un peu, nous parler peut-être de la team adaptive aussi, de ce projet un peu plus global d'intégration et de proposer d'accès à la course à de nouvelles personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ça, les tout débuts de votre lien avec l'UTMB?
Oui. Alors du coup, comme je disais, j'ai envoyé vraiment un mail comme ça à l'UTMB pour me renseigner. Et ils m'ont dit qu'il y avait déjà une violette, c'était pour l'année du coup 2023. Du coup, ils m'ont dit qu'ils me gardaient pour l'année 2024, qu'ils sélectionneraient notre dossier. Du coup, nous, ça nous a permis de monter l'association et de bien se structurer, puisque moi, ça allait partir en rock'n'roll. Et au final, on a rencontré Boris Gérardi, donc qui est Mhm. le team manager de la team adaptive, qui est à Que je Toulouse. salue ici. Salut. Qui est à, Salut Boris. qui est à Toulouse. Nous, salut Boris. Euh, qui est Bisous. en plus notre voisin, il est à Toulouse, donc c'était en plus pratique pour échanger et se rencontrer. Du coup, cette team adaptive, elle a aussi mis en avant toutes ces personnes avec des handicaps différents pour la pratique du trail et de l'inclusion via l'UTMB. Il y a vraiment un axe de l'UTMB qui s'est orienté sur ça et merci à eux aussi d'ailleurs. Du coup, on a bénéficié de cet accompagnement, on va dire, au-delà ça n'est pas, enfin, c'est vraiment moral, mais c'était important et ça nous a beaucoup aidé moralement, ouais, je dirais. Est-ce que vous étiez confiant sur la possibilité de mener à bien ce projet, d'aller au bout des 60 km de l'OCC, ou est-ce qu'il y avait un gros point d'interrogation? Pour ma part, moi, c'était l'inconnu. On avait fait des 25, des 30, on tournait sur ces kilomètres-là, ça se passait plutôt bien. Pour moi, c'était l'inconnu et souvent, c'était la première fois que j'en faisais autant de kilomètres, on va dire 60 avec 11 heures, 11h03, je crois, sur une joëlette en mai ce jour-là. C'était la première fois que je passais autant. Et Euh, 35 secondes. et 30, voilà, vous le C'est savez mieux important que d'être moi. précis, c'est important. Ouais. Mais bien sûr. J'ai une anti-sèche. Voilà et du coup, pour moi, c'était une première et ça a été très dur à la fin, la montée de la Flégère, je pense que moi, j'ai un gros problème à la montée de la Flégère dans ma vie, depuis quelque temps, depuis 2 ans. Hmm. Mais bon, ça se soigne, on m'a dit. Mais Il y a peut-être une asso à monter parce qu'à mon avis, t'es pas tout seul dans ce cas-là. Il y a je peut-être un pense, truc. je pense. Mais non, mais c'était quelque chose de chouette et j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai appris beaucoup sur le trail. C'est la première fois où je me suis dit: «Ah, l'alimentation, ce qu'il faut boire» et ça m'a permis de vraiment, vraiment progresser et de me dire: «Ah, c'est des efforts que j'apprécie énormément d'aller au bout de soi-même». Peut-être pour nous expliquer, là, vous étiez 25, je crois, cette occasion-là. C'est quoi les principes de rotation là sur une course comme celle-là? L'équipage, dans quel point il est malléable et modulable? Ouais. Alors, du coup, pour ce faire, comme on est quand même nombreux, on avait fait un roadbook qui avait divisé, alors je ne sais plus en combien d'étapes exactement, mais on avait divisé les 50 en plusieurs étapes. Et nous, au nombre qu'on était, on avait fait une équipe montée, une équipe descente. Et voilà, du coup, en fait, on avait plusieurs minibus qui, par exemple, la première étape, c'était Orsières-Champé. Et une première équipe est partie de Orsières et arrive à Champé. À Champé, une autre a pris le relais jusqu'à Plan-de-l'Eau. Et voilà, comme ça, on se suivait. Du coup, ce qui implique aussi qu'il y a des minibus avec des bénévoles qui étaient là pour nous accompagner du point A au point B à chaque fois. Et après, l'équipe descente devait monter à l'envers dans les montées pour nous rejoindre et faire la descente. Donc, c'était une sacrée logistique et gymnastique aussi pour nous. La première année, on avait été aidé par la Joëlette qu'il avait fait l'année d'avant. Puis, il avait fait un roadbook digne du Tour de France. Mais c'est vrai que ça, pour nous, c'est un gros travail de logistique. Il faut pas se tromper, quoi. Et ensuite, dans les coureuses, on a des filles qui nous suivent, qui nous éclairent le parcours, qui ont repéré avec l'équipe avant, qui savent par où on va passer, qui sont là aussi pour me faciliter la tâche, pour pouvoir boire, manger, je leur demande beaucoup, et qui sont là pour nous dire quand c'est des passages difficiles, qu'il faut ralentir ou on peut accélérer, voilà. Ou des fois, on peut enlever les deux sangles de devant parce que ça prend trop de place. S'il faut faire du portage, s'il y a des gros cailloux, c'est des rivières, c'est des choses comme ça. Donc, on adapte, on va dire, techniquement. Et après, en gros, les équipes, c'était 2 équipes de 12, grossièrement. Et les filles, chaque fois, qui étaient là 2 ou 3 pour ouvrir le chemin, guider, annoncer qu'on arrivait aussi pour les autres concurrents, pour pas se gêner ou aussi nous écarter s'il y avait d'autres concurrents derrière pour respecter la course et pas la dénaturer, quoi. Voilà, c'était les gros éléments que je vois Sur l'OCC. sur OCC, ouais. Vous avez mis 11h03, tu l'as dit, Jonathan. L'objectif au départ, c'était plutôt entre 12 et 14h. Tu as été surpris et vous avez été surpris de la façon dont s'est passée la course et dont vous avez géré finalement bien au-delà de vos espérances? Pour ma part, oui, parce que je ne pensais pas, je pensais qu'on allait mettre, moi j'avais parié sur 11h32, alors je n'étais pas si loin que ça, je pense que c'était moi le plus proche. Mais l'OCC, on l'avait vraiment pris comme une course où on voulait mettre un chrono. C'est vraiment notre objectif. Moi, je m'étais pas arrêté à aucun ravito.
On avait fait vraiment au plus vite possible et on avait la pression des délais. On avait été plutôt large, mais on avait eu la pression des délais. On avait peur de pas y arriver, de se poser des questions. En plus, on va être honnête, on avait des conditions climatiques excellentes ce jour-là. Du coup, ça avait fait que tout était super bien aligné pour qu'on passe une bonne course, je pense. Il y a un film qui relate cette aventure qui s'appelle Sans limite de Sébastien Courbet, qui a été couronné de succès. Notamment, il a été prix du jury au festival Le Trail fait son cinéma. Moi, j'ai eu la chance et le plaisir de voir le film à Paris. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'accueil que le film a pu recevoir et qui relate cette aventure? Qu'est-ce qui vous a beaucoup ému parce que le public a été ému, mais qu'est-ce qu'en retour, voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis et ce qui vous a là aussi peut-être surpris et particulièrement touché? Alors moi, personnellement, quand on est passé au trail, c'est un cinéma. Donc il y avait beaucoup d'amateurs de trail, donc ils sont là quand même sur quelque chose d'individuel. Et quand ils rallumaient les lumières, que je voyais les gens qui avaient les larmes aux yeux, très émus, de voir que l'exploit collectif aussi, c'était notre vision du trail et de voir qu'on pouvait le faire collectivement. C'était un peu le message qui était fait, enfin, qui faisait passer dans le festival, je trouvais. Et après, quand on a fait des projections plus au niveau local, avec des familles, plus à visée familiale, là, il y a eu des mères de famille qui m'ont dit un message très fort et que j'ai retenu. C'est que dans la vie, on apprend souvent aux enfants à être les meilleurs, mais on n'apprend pas forcément à penser aux autres et à se mettre à disposition des autres pour faire des belles choses, et que ce film montrait ça. Donc, c'était deux accueils différents vraiment que j'ai trouvé, en tout cas, entre les deux publics qu'on a eu, quoi. Ça t'a pris au trip, toi, Jonathan, aussi, de voir que la résonance Moi, il y a de ton eu histoire? 2 effets. Il y a eu déjà le premier effet où ça a été un peu dur parce que c'est parler de moi et que c'est pas évident de se dévoiler au grand public aussi, on va être honnête. Ça a été quelque chose au début où j'avais la crainte, et et que ça me faisait un peu peur. Mais une fois que j'ai vu la première réaction et que j'étais comme toi, j'étais à la première à Paris. C'est la première fois à Paris que c'était des gens que je connaissais pas qui le voyaient parce qu'on avait fait une diffusion chez nous, mais tout le monde me connaissait. Du coup, ça, j'avais pas de crainte. Et à Paris, quand j'ai eu le retour en sortant de la salle des gens, ils m'ont dit avec des gros yeux, mais ce que vous faites, c'est extraordinaire et bravo à toi. Ça, je me suis dit, ah, purée, waouh, c'est beau. Et les gens m'ont fait comprendre que j'étais un trailer, que j'étais pas un tricheur, que j'étais quelqu'un qui faisait la course pareil qu'eux et que bravo à moi et que je faisais partie du monde du trail. Et ça m'a vachement touché. Et moi, comme je le dis, avec cette équipe-là, avec mes copains, avec Trail Sans Limite, on se régale et je passe des super moments et c'est ce que j'essaye de montrer le plus au film. Ce film-là, il est dispo sur UpTrack, hein, c'est ça aujourd'hui pour ceux qui voudraient le voir? Exactement. Il est dispo sur UpTrack. Foncez. À quel moment l'idée, parce que c'est assez courant en trail, tu parlais de la mémoire un peu sélective quand on regarde une course qu'on vient de finir. Qui a allumé la mèche le premier sur on fait la CCC l'année prochaine et quand? Qu'il se dénonce maintenant. On va être honnête, je suis convié après notre OCC à une petite interview qui se passait au Majestic, je crois qu'il s'appelle Majestic. Majestic, c'est. Il a des problèmes avec les noms. Ouais, voilà. Au Majestic à Chamonix, je pense que tu as eu déjà l'occasion d'y aller où il y a tous ces bureaux de journalistes. Ouais. Gentiment, ça m'avait impressionné. J'avais jamais vu une telle organisation. Et du coup, on m'a montré comment ça se passait dans les bureaux, les plateaux télé qu'il y a et tout. Et j'ai la grande chance de croiser une personne qui vient me serrer la main, qui me dit bravo pour l'OCC. Je ne connaissais pas cette personne et cette personne qui a dit on vous accueille l'année prochaine. Et je lui dis pourquoi? Il me dit la CCC n'a jamais été fait, ça serait sympa. Et j'ai appris que c'était le directeur de l'UTMB, entre guillemets, qui nous avait proposé ça. Alors, en rentrant, j'en parle à Clément et après, on n'est pas seul, je fais pas les choses seul. Du coup, c'est une décision à plusieurs. Oui, puis après, il y a eu un peu sur l'euphorie, la voix de la sagesse, toujours, qui est Nicolas Rex, qui a dit, les gars, est-ce que vous pensez pas que sur 2 ans, se structurer, s'entraîner, ça serait mieux? Et puis, il y a eu l'euphorie qui a dit, mais non, on va l'enchaîner, ça sera plus marrant. Voilà. Notre folie ariégeoise. Et du coup, à l'unanimité presque, on a dit, bon, allez, on va se lancer. On sait où vous cherchez en août 2026. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. C'est tout un autre chantier, là. C'est des proportions qui sont pas les mêmes. On passe de 60 km à 100 km. C'est quasiment le double de dénivelé positif.
Comment vous avez abordé la préparation là pour cette CCC, comment vous l'avez construite? Il y a eu pas mal de courses préparatoires aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout ça s'est construit au fur et à mesure de l'année? Mais déjà, moi, il y a eu d'entrée fin UTMB, quand je savais qu'on repartait, je m'étais dit, c'était un objectif dans ma vie d'arrêter de fumer. Je fumais quand même un paquet par jour depuis 10 ans. Ça a été déjà mon premier gros objectif pour préparer à mes yeux, la CCC. Du coup, ça a été ça, moi, déjà, de novembre à janvier, ça a été vraiment l'arrêt de la cigarette, qui est pas évidente, hein. C'est café, clope et compétition, non, c'est ça? C'était exactement ça, T'as mais coupé un décès. j'ai continué le café, mais j'ai arrêté la clope et je fais toujours la compétition. Mais oui, non, c'était vraiment moi la première chose et mon plus gros objectif après l'OCC et avant la CCC, c'était vraiment la cigarette, arrêter la cigarette. Parfait. Oui. Et sportivement, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez dû adapter? C'était beaucoup plus grosses sorties, Alors, j'imagine? je vais laisser répondre Clément. Oui, sportivement, du coup, on a essayé d'étoffer le calendrier en restant fidèle à nos principes, c'est-à-dire de faire des courses locales aussi pour promouvoir à échelle locale la pratique du trail en joëlette. Et après, on a fait aussi des sorties de nuit, parce que la nuit, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Et déjà, surtout quand on fait de la descente en joëlette, on voit pas forcément ses pieds la journée. Alors la nuit, c'est encore pire. Du coup, on a essayé de trouver des trails de nuit qui étaient vers chez nous, mais on a aussi fait des sorties nous-mêmes, locales. Et c'est vrai que c'est bien de les faire sans course parce que ça permet aux nouveaux qui arrivent d'essayer tranquillement, de comprendre, de discuter, de profiter. Ensuite, là aussi, on est reparti faire le roadbook. Du coup, on a refait tout le trajet de la CCC avec 3 bénévoles de l'association qui a duré une bonne semaine. On réfléchissait donc il fallait qu'on réfléchisse au temps de transfert parce que bon, ça les gens ne vont pas dans la CCC, mais quand on arrive à Arnouvaz, le temps de faire le tour pour revenir à la Foulie, il y a 2h30 de route. Et ça, il faut compter qu'on fait un roadbook avec des équipes, avec qui on met, comment, quand, combien de temps ça va durer. Donc, il y a eu un sacré casse-tête un sacré casse-tête qui a commencé en juillet, puisqu'avant, il y a de la neige. Donc, on peut pas forcément pratiquer tout. Et nous, comme on est d'Ariège et comme à Chamonix, on peut pas le faire 40 fois l'aller-retour, quoi. Donc, on a eu un gros mois et demi à la fin de rush pour le roadbook, quoi. Il y a une personne qui a joué un rôle important dans ce projet-là, qui est une athlète de très haut niveau, qui est Blandine Lirondelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle, et de son rôle de marraine, en fait, son implication sur votre aventure, ce qu'elle vous a finalement transmis? Je crois qu'elle a été présente aussi avec vous sur une des courses de préparation. Donc voilà, comment est-ce que vous avez vécu cet alliage avec Blandine? Est-ce qu'elle vous a apporté aussi dans toute la phase amont? On aura l'occasion de parler de sa présence sur la course, mais au départ, ça change quoi d'avoir Blandine Lirondelle avec soi dans un projet comme ça? Alors, c'est extraordinaire de pouvoir partager ces choses-là avec Blandine et je dirais même Mathieu, qui est son compagnon, Bien sûr. qui a été très présent. Moi, je les mets vraiment ensemble parce que je pense que l'un ne va pas avec l'autre. Honnêtement, je les ai trouvés extraordinaires. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur eux, sur la crainte. J'ai eu beaucoup peur parce que quand on a fait la OCC, je savais pas dans quoi je m'engageais. Mais quand on a fait la CCC, j'avais déjà fait l'OCC, je savais dans quoi je m'embarquais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de craintes et j'ai pu beaucoup partager avec eux sur l'échec, sur comment on peut mieux se préparer, sur la nutrition, tout ça. C'est des gens qui ont l'habitude de faire ces genres de courses, qui ont l'habitude aussi d'encadrer ces genres de courses. Du coup, j'ai beaucoup partagé avec eux là-dessus. Et c'est sûr que quand on a eu la chance que quelqu'un comme Blandine vienne courir 3-4 fois avec nous sur des trails sur en moins de 4 mois, 5 mois, c'est extraordinaire de partager son expérience et pouvoir échanger avec elle. Est-ce que la perspective de savoir qu'elle aussi, elle fait la CCC, c'est aussi quelque chose qui est plaisant comme idée, qui est rassurant, enfin, de savoir, même si elle est par nature loin devant, comme J'avais par rapport parié à nous que je tous. finissais devant elle. Bon, un échec, bien sûr, hein, sans doute. Hein. Mais bon, elle a été plus forte que nous ce coup-ci, à charge de revanche. Mais c'était sympa, j'imagine, de savoir que vous étiez finalement sur la même ligne de départ. Bien sûr, c'est un chouette moment. Et Je pense que même pour elle, pour nous, ça a été vraiment super et une super rencontre pour toute l'association et qui ont vraiment joué le jeu de s'investir et d'essayer la joëlette comme nous et d'échanger là-dessus. Et elle aussi, le retour qu'elle avait, c'était que ça faisait, je pense, des années qu'elle s'était pas échauffée avant une course.
Parce qu'il était venu avec nous, on est arrivé sur la ligne, on démarre, quoi. Il a dit, mais vous échauffez pas. Non, on part à 4h30, mais on s'échauffe pas, par contre, c'est le deal. Donc, voilà, ça amenait un peu de légèreté et de valider l'effort, d'échanger. Je trouvais ça super et puis même, voilà, même pour eux, comme ils disaient, sortir du monde du haut niveau pour arriver à des choses comme ça, c'était une belle expérience. Et même dans la CCC, du coup, on a pu l'encourager et je pense qu'elle a été très touchée de voir toute la sauce qui était derrière elle et voilà, qui se sentent un peu, je pense, partie de Trahison Limite maintenant. Oh, clairement. Un peu, voilà. Les parrains, Elle a sa carte de membre ça honoraire. fait la famille, ça y est. Hein. Valorcine, je sais pas si on peut le dire, Valorcine. On peut le dire, hein, mais à Valorcine. Je sais pas s'il a la référence ou pas pour Valorcine. Quand elle est venue vous voir? Elle est plus au courant que nous de notre course. Oui, j'étais là en petite souris. Non, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'était quoi votre appréhension? Donc, c'était une distance que toi, tu connaissais pas, Jonathan. Il y avait quand même des conditions météo qui ont été assez tôt dans la semaine annoncées comme pas géniales sur cette journée du vendredi. Est-ce que tout ça, ça crée des turbulences un peu en amont de la course ou est-ce que vous êtes au final assez serein sur tout ça? Alors non, parce qu'en plus, par malchance, un mois avant l'UTMB, je me retrouve hospitalisé. On avait fait une sortie 15 jours avant qu'il m'arrive un problème de santé et j'étais mais vraiment au top de ma forme aux Trois Pics. Je crois qu'on fait un 28 km avec beaucoup de dénivelé sous une chaleur folle. Et à la fin de cette course-là, je suis super en forme. J'ai pas de problème, j'ai pas de douleur, j'ai rien. Je me sens très très bien. Et mais en allant à Lourdes pour participer au Trail des Gabizos, par malheur, je chope une maladie qui s'appelle une prostatite. C'est une infection de la prostate et qui me fait être hospitalisé le vendredi soir et du coup très affaibli et ça me met un gros coup au moral et aussi physiquement. Je me sens pas très bien. Je mange pas pendant 5-6 jours. Je suis vraiment épuisé. Bon, je sors de l'hôpital et les copains ont été très gentils parce qu'on avait une nocturne prévue et j'avais demandé si c'était possible de faire une sortie montagne en plus avant l'UTMB. Et je vais être honnête, on avait fait un truc pour aller voir Mathieu à la Pika Pika pour encourager Mathieu qui faisait la Pika Pika. On était allé, Clément, tu m'aides? Au port de Salex. Au port de Salex, l'encourager et on fait l'aller-retour de la journée et j'étais rincé. 15 jours avant l'UTMB. On fait 7 kilomètres. Je suis très fatigué après ces 7 kilomètres. Je me sens pas bien. Je vois la météo, je vois des conditions météo, mais catastrophiques. J'ai pas du tout été bien. Je vais appeler un dimanche matin en panique Clément et Nico en disant mais je sais pas si ça va le faire. J'ai peur, je suis pas bien. Et bon, heureusement que, comme je dis, je suis en équipe, que j'ai que je peux m'appuyer sur des gens. Et en parlant avec eux, ils m'ont dit mais non, mais de toute façon là on y est. On verra sur le départ. T'en fais pas. On est là pour t'aider, on va être solidaire et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais oui, j'ai eu un gros moment de stress, de peur. J'étais désagréable, je voulais pas sortir de chez moi. Voilà, fallait pas me parler à ce moment-là, mais c'est comme m'a dit Clément, c'est triste à dire et je trouve qu'il a raison. Mais si j'ai eu aussi peur, c'est que je savais que j'avais fait pas tout bien et qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait sur la préparation et que c'est pour ça que j'avais peur. Et je pense que Clément avait raison, quand il m'a dit ça. Messieurs, on est le vendredi 29 août, vous en êtes pas rendu compte, on est sur la ligne de départ. Est-ce que vous pourriez partager un peu les grands moments de la course? Donc déjà peut-être pour commencer, de ce que j'ai compris, jusqu'à Champais, globalement c'est un début de course qui est quasi idyllique en tout cas. Moi, je tiens à dire que déjà, au vu de la météo qu'ils annonçaient, j'avais très peur pour Jonathan qui voit rien et qui profite pas du paysage. Et ça, moi, je me suis dit, Jonathan, il n'a pas l'occasion d'y revenir tous les 2 matins. Donc, quand on fait des courses et qu'on voit rien, je suis un peu triste de ça. Et là, qu'on a passé le tunnel, on s'est fait un côté Chamonix, c'était nuageux, on a passé le tunnel, on est arrivé côté italien, soleil. Là, je me suis dit, trop cool, quoi. Du coup, c'est la première partie, ça fait du bien au moral. On commence d'entrer. Et là, il y a le paysage en balcon jusqu'à Arnouvaz, super paysage, quoi. En fait, on s'est régalé, quoi. C'est surtout que c'était la partie que je connaissais pas parce que j'avais eu l'occasion de faire le OCC comme on a parlé précédemment avant. Ça veut dire qu'arrivé en haut du col de Bâle, de la Flégère, j'avais déjà vu le décor l'année dernière. Côté Courmayeur et côté italien, je ne connaissais pas du tout. Ah ouais, et là, c'était magnifique, cette grande vallée où on a l'impression que c'est jusqu'au bout, tu n'y arriveras jamais. C'est magnifique décor, c'est extraordinaire. Et par contre, on a gagné Blandine quand même. Oui. Parce que nous, en fait, ils voulaient pas qu'on passe à tête de tranche à tout en haut. Parce que ils avaient peur des bouchons. Avec la Joëtte, c'était passage assez étroit et pour pas gêner le début de course. Du coup, on a pris un petit chemin où on a coupé. C'est la seule fois où on a coupé, mais on a coupé de 4-5 kilomètres.
Et au final, on était premier à Berton. Donc l'Iftra, il nous a pas identifié. Du coup, on est pas classé à Berton. Et du coup, nous, pour pas gêner les premiers, et que c'est court, on a dit continue un peu. Et on s'est rangé sur le côté à droite pour laisser passer les 100, je sais pas combien de premiers. Donc il y avait Blondine, quoi. Et du coup, quand il nous a vu, je pense qu'elle devait être surprise de nous voir aussi. Et qu'il y a toute l'équipe qui l'a encouragé, elle était émue, quoi. Enfin, c'est Bien sûr. un super moment de partage entre nous. Elle a bonne perdu un peu de surprise. temps parce qu'elle est venue nous checker. Et la générosité de Blandine. Et avec le cœur, exactement. Alors, Oui, et après, ouais, c'est vrai qu'on arrive jusqu'à Chantex, pour rebondir sur ce que tu disais. et là, ça tourne un peu. Et non, mais là, c'était un arrêt prévu parce qu'on savait déjà, on arrive, on a un peu de chance parce qu'il y a un gros orage qui explose et on est sous la tente. On arrive juste sous la tente. Et j'étais quand même encore en short, t-shirt. On avait dit on ferait un gros arrêt là. Makine a profité de me masser un peu les jambes. Je me suis mis la tenue pour le soir. Et la pluie, on savait que ça allait tomber, hein, on va être honnête. Hein. Et pour la pluie, un équipement et manger et récupérer un peu de l'énergie. Et à partir de là, on est reparti. Donc là, vous avez continué votre homme de chemin dans des conditions pas très favorables. Je crois que l'arrivée à Valorcine, là, c'était un moment particulièrement difficile où tu as peut-être même pu envisager d'en rester là. Même un peu avant, on va parler de Trian. À Trian, je suis déjà très, très fatigué, mais c'est loin de l'arrivée. Trian, je crois qu'il reste 27 km de course, à peu près, quand on est à Trian. Je sais qu'on est très loin de l'arrivée. Il me reste l'Etzep, qui est un col où Clément m'avait averti que ça allait être très dur. Surtout dans les conditions météo qu'il y a, parce qu'il y avait beaucoup de boue, beaucoup de gadoue. Et j'ai vécu un moment, je pense, inoubliable avec Clément dans les cèpes où je suis en train de pleurer sous 2 degrés avec un VAR au senti -10 et qu'il me dit il faut aller là-haut et le seul truc que tu vois là-haut c'est ces loupiottes qui éclairent les coureurs. Ça a été un moment waouh, très très dur et je pense que j'ai fait une erreur à Trian de pas m'être arrêté assez longtemps, me poser, mais parce que je voulais vite repartir parce que je savais qu'arriver au pied de la Flégère, c'était là où je savais que plus rien pouvait nous arriver. Et du coup, j'ai pas trop voulu m'arrêter à Trian. Je pense que c'est une erreur. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, alors je pense que Jonathan, moi je disais, il vaut mieux que tu t'arrêtes 2 fois 10 minutes à te reposer ou un quart d'heure qu'une fois 1 heure, quoi. Mais après, bon, c'est le ressenti de course, c'est la première fois qu'on le faisait. Et lui, je pense qu'il avait peur aussi de s'arrêter, de pas vouloir repartir. Et du coup, il a enchaîné jusqu'à aller au bout de lui-même dans les tsep. Et les tsep, pour nous, en Jolette, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup plu, donc on glissait. Donc dans des pentes à 25%, c'était vachement dur entre tout. Et moi, je me retournais, je voyais Jonathan pleurer, qui me disait je veux pas aller au bout, qui était vraiment en souffrance. Donc là, ouais, moi, ça m'a questionné. J'ai dit, écoute, on arrive à Valorcine et on fait les comptes. Et voilà, on serre les dents jusqu'à Valorcine. Parce que du coup, même la descente pour aller à Valorcine, elle était très boueuse, assez dangereuse. Et pour nous, ça nous a vraiment, entre tout, c'était vraiment compliqué. Ça a été le passage compliqué de la course, quoi. Et là, du coup, il y a notre ange gardien qui est arrivé, quoi. Jonathan, est-ce que tu ressens parfois de la peur? On peut imaginer le froid, la fatigue, etc. Est-ce que c'est un sentiment dans des passages un peu plus techniques ou autres? Est-ce que tu peux être La inquiet? peur de la chute, bien sûr, elle est humaine, surtout que des fois, on passe dans des endroits où, ouah, ouais, hein, quand on regarde, on se dit si on tombe à droite là, ouais, on peut faire très très mal et il y a cette peur-là. Le froid, ben, comme on a dit, on n'a pas eu de chance cette année. On a couru sous des conditions pratiquement. À chaque fois, on a pris ou des orages ou de la pluie. Alors, je m'étais préparé, je le savais. Je m'étais quand même bien équipé. Hein. J'avais fait des investissements avant l'UTMB qui étaient onéreux, mais je pense qu'heureusement qu'ils étaient là parce que sinon, je sais pas si j'aurais pu finir. Et mais je m'étais équipé, mais non, c'est toujours dur. On le sait, mais je pense que tous ceux au départ savaient qu'ils allaient avoir des conditions dans la nuit ultra compliquées. Mais tu peux te préparer, mais t'es jamais prêt à ce qui t'arrive là. Moi, j'avais jamais vu de la neige au mois d'août. Hein. Moi, ce qui m'a rassuré, par contre, c'est que contrairement à l'OCC où à la fin, il a vu dur physiquement, là, on voyait que c'était moralement, que physiquement, il n'y avait pas de lâcher prise. C'était vraiment moralement, la nuit, le froid, de voir qu'il fallait monter tout en haut, qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, je me suis dit, il n'y a pas d'alerte rouge, c'est orange pour l'instant. Donc, ça, moi, j'ai toujours Ça été clignote confiant. un peu, mais c'est pas rouge. Voilà, Après, bien sûr, quand on arrive au chapiteau de Valorcine, la question, je me la pose vraiment, si je suis capable d'aller où. Je me la pose vraiment.
Si je sais pas, je me suis pas j'ai eu très, très peur de pas pouvoir franchir cette ligne d'arrivée, oui. À Valorcine, ça m'a fait peur. Vous êtes arrêté assez longtemps là, à Valorcine, je crois à peu près 2 heures. Il y a Blandine donc, qui est venue aussi à ce moment-là. C'était quoi, toi, les ressources, Jonathan, pour partir? Et puis, au-delà de ça, à quel point il y a le poids de la responsabilité dans ce projet-là? C'est-à-dire que tout le monde est là autour de toi, que si toi, tu décides d'arrêter, le projet s'arrête. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou est-ce que tu l'évacues complètement et tu prends tes décisions en ton âme et conscience ou il y a une forme de pression quand même avec tout ça? Moi, comme je dis, ce qui me fait le plus peur, c'est j'abandonne. Le seul problème, c'est que si j'abandonne pas seul. Il y a 45 personnes qui nous ont accompagnés sur ce week-end-là, qui ont donné de leur temps, qui ont posé des congés, qui m'ont accompagné courir, qui étaient là pour vivre une chose extraordinaire. Si j'abandonne, ces 45 personnes, autres personnes, n'auraient pas pu vivre ce qu'on a vécu à la fin en passant cette ligne d'arrivée. Et ça me faisait très, très peur. Et en même temps, c'était une source de motivation pour pas lâcher. C'était vraiment ça. Mais c'est quelque chose dans ma tête que je me suis dit un paquet de fois et même avant de prendre le départ. Tu n'es pas seul, Joe. Il y a 45 personnes qui comptent sur toi, qu'eux, ils ont fait tous les efforts. Ils sont allés courir tout l'été. Ils ont travaillé pour répondre présent à ce moment-là. Et c'est pas, si toi, tu laisses tomber tout leur travail qu'ils ont fourni pour t'accompagner et te faire vivre quelque chose d'extraordinaire, ça peut tomber à l'eau. Et ça, c'était un poids que j'avais sur les épaules qui était très dur. Mais il y a aucune personne de la sauce qui a couru ce jour-là, qui était dans l'organisation, qui m'a mis de la pression. Bien au contraire, Clément a eu un magnifique discours qui a dit, moi, je m'en fiche de passer la ligne ou pas. C'est toi qui vois. Mais par contre, prends ton temps avant de prendre une décision. Ça a été un des plus beaux conseils qu'on m'a donné parce que j'avais peur de m'endormir. Parce que après avoir dormi, je pensais que c'était impossible de repartir. Et c'est là où l'expérience de Blandine et Mathieu qui sont venus me voir à ce ravito parce ils avaient entendu clairement que j'étais en très grande difficulté, qui m'a dit, Joe, mais réfléchis un peu, tu t'endors là, tu te réveilles, tu repars. Dans 3 kilomètres au pied de la Flégère, il y a un endroit où tu peux t'arrêter et tu seras pris en charge. Bon, je pense que Blandine a été maligne sur son discours de motivation parce que oui, c'était 3 kilomètres de plat, alors j'ai pas usé. En haut de la Flégère, je peux vous dire que c'était pas la même musique. Mais non, ouais, c'est des discours qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien et j'avais besoin de ça pour avancer et grâce à eux, je suis reparti. Je pense que je vais être honnête, si je suis seul à ce moment-là, je suis pas sûr de finir la CCC. Mais là, l'avantage, c'est que avec les copains, être bien accompagné, ça te pousse à faire des exploits. Et pour donner du contexte, là, il était à peu près à 4 heures du matin, si j'ai bien compris, là, ce passage-là à Valorcine, entre 4 et 6 heures. Et Blandine avait elle-même couru la CCC, je l'ai dit juste avant, donc elle est venue vous voir à cet endroit-là avec Mathieu, donc c'est d'autant plus louable. À quel moment, vous vous dites, là, vous êtes reparti de Valorcine, à quel moment, dans ta tête, et puis dans la vôtre aussi, Clément, à toute l'équipe, c'est fait, vous allez au bout de la CCC? Est-ce que finalement, déjà, le simple fait de repartir de Valorcine, c'était déjà un pied à la place du triangle de l'amitié? Ben alors pour moi le fait de repartir c'était gagné quoi. On est parti vers 6h15 je crois de Valorcine. On avait jusqu'à 11h30 midi pour arriver. Moi j'étais là c'est bon. On va y aller doucement mais on va y arriver. On va profiter aussi du coup. Mais le plus dur était fait quoi. Mais après ça a été très dur pour les guides aussi de se relever. Certains ils étaient pas dégoûtés parce qu'ils savaient après ce qu'il y avait, mais sur le coup ils disaient oh là là c'est dur. Donc voilà, Joe pour ça il était courageux quand même de se reposer, de dire on repart, de se remettre sur la Joëlette après 20 heures d'effort et de s'y remettre pour se faire la Flégère. Mais après on a bien rendu parce qu'on a été doux, on a beaucoup porté pour éviter les cailloux, tant bien que mal dans la Flégère. Mais ouais après ouais, moi une fois qu'on est reparti, je me dis c'est bon, allez, maintenant c'est que du bonheur. Moi, jusqu'au pied de la Flégère, j'avais des doutes, mais quand on voit des gens danser au pied de la Flégère sur une musique en rond, psychédélique, danser pour se réchauffer et dire ça y est, t'es là, on fait la Flégère. C'était génial. Alors du coup, tu te dis on repart. Alors, c'était un merveilleux moment et j'ai dit allez, maintenant qu'on y est, on a fait le plus dur, on est entre nous. On était sur le parking du col des Montées et pour se réchauffer, on a dû. Il y en a un qui avait une baffe, on a lancé une bonne musique psychédélique pour taper du pied à 6h du matin et se réchauffer avant l'arrivée de la Joëlette, quoi. Il y a des images d'arrivée qui sont extraordinaires. On sent beaucoup de liesse, évidemment, beaucoup de joie. Finalement, c'est ça qui domine. Bien au-delà de la fatigue, très logique après autant d'efforts, puisque vous avez mis 25h50.
Toi, Jonathan, tu vis ce moment où tu es dans un espèce de monde parallèle, tu es un peu au-dessus de tout ça, tellement c'est puissant émotionnellement. Et puis toi aussi, Clément, si je peux avoir ton retour là-dessus, sur vraiment comment se passe là, ces derniers mètres, l'accueil dans Chamonix et l'espèce de liesse autour de vous. Est-ce que c'est possible d'être connecté à ce truc-là où il y a un truc qui est tellement puissant émotionnellement que c'est dur de réaliser ce qui se passe dans l'instant? Et alors moi, j'avais peur qu'en ayant fait déjà l'année dernière, que je revive pas, que je retrouve pas l'émotion que j'avais déjà vécue sur l'OCC. Et au final, bien au contraire, je pense que c'était encore plus waouh, parce que l'effort a été beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Ça a été extraordinaire. Et en plus, il y avait des gens dans l'association, c'était la première fois qu'ils pouvaient franchir cette ligne-là parce qu'ils n'étaient pas là l'année d'avant, vu qu'on a augmenté le nombre pour faire la CCC. Et de partager ça à nouveau, c'est presque trop court. On n'a pas le temps vraiment d'en profiter, je trouve, à des moments. Mais qu'est-ce que c'est intense. Ce cri de rage, on l'entend pas sur les vidéos, mais je pousse un cri de rage quand je passe cette ligne de trucs. Et il y a une fierté. J'étais tellement fier de passer cette ligne. Il y a tellement eu des moments que j'ai douté dans la course de pouvoir la passer, que j'avais une fierté dessus. Et tu te retournes, t'as tout le monde qui te saute dessus, on se prend tous dans les bras. C'est extraordinaire comme moment. C'est un moment inoubliable et c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai rarement vécu autant d'émotions. Euh, t'as 4 heures avant, t'as envie d'abandonner. Quand tu passes cette ligne, t'as oublié toutes les douleurs, tout. En plus, on a la chance que Blandine, Mathieu nous rejoignent, que les conducteurs de bus nous rejoignent et peuvent passer la ligne tous avec nous. C'est génial. Et pour eux, c'était pas évident de courir autant de mètres. Hein. Oui, ouais. Il faut quand même féliciter l'exploit de conducteur. C'est l'image que vous retenez là. S'il y avait un moment à retenir de cette CCC, c'est forcément l'arrivée, ou est-ce qu'il y a d'autres moments clés, des images que vous gardez au chaud? Il y a plein de moments clés, je trouve. Pour moi, il y a plein de moments clés. On a fait le Port d'Ola, on a fait un coucher de soleil dans la préparation là-bas. Pour moi, ça a été un moment clé. J'en ai pris plein les yeux. J'étais fier d'être là et partager ça avec les copains. Et le départ, on dirait pas, hein, le départ de UTMB avec cette musique et tout, c'est extraordinaire. Je sais pas ce que t'en penses, Clément, mais moi, je retiens quand tu pleures. Dans les tiers, là, quand je me dis dans des conditions catastrophiques, il n'est pas bien, et là, je me retourne, je vois pleurer, moi j'ai mal, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais voilà, et du coup on a vraiment vécu les sensations, je pense très introspectif, mais en équipe, comme quand on fait un trail, on passe par des hauts, par des bas, par des hauts, par des bas, et moi j'étais content au final qu'on ait vécu ça et qu'on s'en sorte en arrivant. Après comme je disais à Jonathan, si on s'arrête à Valorcine, on avait le gâteau, il manquait la cerise, mais on avait déjà le gâteau, et tout le monde était content d'avoir le gâteau, quoi. Mais ouais. Il a clairement raison. Et comme on dit, c'est à ces moments-là où on sait qu'on fait du trail. C'est au moment qu'on a envie d'abandonner, qu'on sait qu'on fait un ultra-trail. On m'a dit cette phrase, je l'ai bien retenue. C'est la première fois qu'un équipage en Joëlette finit la CCC. Ça compte? C'est anecdotique ou c'est aussi, ça a du poids et ça insuffle plein de belles perspectives, d'espoir aussi? Est-ce que c'est essentiel? Mais moi, je trouve que c'est important, et ce qu'on veut véhiculer aussi, c'est que c'est ouvert à il y a plein d'associations de la Joëlette, donc franchement qui s'y lancent pour faire cette expérience. C'est une super expérience collective, un super moment. Et voilà, nous le message qu'on a, c'est on ouvre une voie et plus on est à le faire et mieux c'est, quoi. Franchement, top, quoi. Messieurs, avant qu'on se quitte, j'ai une petite surprise pour vous. Vous n'êtes pas prêts? Je vais vous faire écouter un petit message d'une personne qu'on a citée un certain nombre de fois depuis le début de l'épisode. C'est sacrée soirée, attention. Eh bien, salut à toute la bande. Salut Jonathan. Je tenais tout d'abord à vous remercier vraiment du fond du cœur de la part de Mathieu et moi pour tout ce qu'on a partagé ensemble depuis le début. Grâce à vous, on a pris vraiment une grosse claque, une leçon de vie, une leçon d'humilité. C'est vrai que nous, les athlètes de haut niveau, on nous met souvent sur un piédestal, alors qu'en fait, ce que vous avez accompli est bien plus admirable et inspirant. Et pour cause, on a partagé plusieurs, à peu près, il me semble, 3 courses en Joëlette ensemble. Des courses qui dépassaient pas 3 heures avec des conditions que je trouvais déjà catastrophiques. Et là, me dire que vous avez fait 10 fois plus que ça, c'est juste incroyable. Je tenais vraiment encore une fois à vous féliciter. Et pire dans tout ça, c'est que en fait, vous êtes aussi bon à l'apéro qu'en trail. Enfin, je pense que même que vous êtes même peut-être meilleur encore à l'apéro. Donc vraiment, encore une fois, bravo. Par contre, mon petit doigt m'a dit que l'année prochaine, vous vouliez faire le tour du gros caillou. Info à Tox. En tout cas, me chauffez pas parce qu'à tout moment, je me lance dans l'aventure avec vous. Allez, ciao. Wow. Alors, le tour du caillou. Merci à Blandine Lérondelle pour ce message très émouvant et ce beau témoignage d'affection et d'amitié. Alors moi, je vais répondre à son message.
elle est pas mauvaise à l'apéro non plus, je tiens à dire quand même. Parce qu'elle nous a vu à l'apéro, mais elle en fait partie aussi. Hein. Je crois que Mathieu, il est élite, non? Ouais, Mathieu, on l'a classé élite à l'apéro. Je crois qu'il a 915, je crois. Et au-delà de ces beaux moments de partage qui dépassent le simple cadre de la course, cette UTMB 2026 ou plus tard, c'est peut-être quelque chose, forcément, vous vous posez la question ou c'est prématuré? Alors, ça tombe bien, on en a parlé hier soir, on s'est réunis hier soir autour d'un bon repas. Un civet, tu m'en as parlé, ouais. Exactement, qu'on a préparé avec Christophe avec amour. Et on a parlé hier soir et ça, je pense que c'est plus au président d'en parler, monsieur Clément. À vous le micro, monsieur Clément. Ça sent l'annonce. Alors, il y a deux choses déjà. On a interrogé l'athlète, qui est Jonathan, en lui expliquant que là, c'était quand même encore autre chose et qu'il allait falloir l'arrêt de la cigarette, c'était l'année dernière, que cette année, il va falloir une prise en charge diététique, un plan de nutrition pour la course, une préparation mentale et du kiné, des exercices physiques individuels sans la journalette. Ils veulent me faire arrêter le civet. Moi, je vais rédiger un contrat moral entre nous, entre la sauce et Jonathan. Et nous, au niveau organisationnel, on voit aussi ce qui peut se faire. Mais on arrive quand même en consensus pour dire que on est plutôt pour, quoi. On n'a pas validé encore, mais ça penche plus dans la balance que faire la triplette en 3 ans. Là, voilà. Ouais, c'est vraiment une expérience que j'ai envie de connaître. Je trouverais ça super beau en 3 ans pouvoir le faire. Comme on dit, je pense que ça serait le point final à notre aventure sur l'UTMB du Mont Blanc. En plus, avec la team adaptive, ça serait chouette de partager ce moment et ce dernier moment, je pense, avec eux, parce que derrière, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus à faire là-bas. Mais ouais, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour la PTL, on va attendre un petit peu, c'est ça? Hein? Pour la PTL, on va attendre un petit peu. Ouais, on va attendre un peu beaucoup, je pense, celle-là. Non, mais bien sûr, et je trouverais ça bien que derrière, on donne le relais à d'autres Joëlette, en sachant que nous, la première année à l'OCC, il y avait une équipe qui nous avait donné un coup de main en nous prêtant le roadbook et tout, et ça serait bien que ça soit nous de faire cette passerelle-là en donnant le relais à d'autres. Et sans oublier qu'au niveau organisationnel, c'est loger plus de 40 personnes à Chamonix pendant l'UTMB. Puis au niveau logistique, c'est quand même pas rien. Chaque année, ça fait 2 ans qu'on le fait. Et ça coûte quand même de l'énergie et du temps. Donc aussi, il faut organiser tout ça, quoi. C'est pas juste faire la course le jour J, quoi. Il y a tout ce qu'il y a avant au niveau organisationnel, c'est pas rien, quoi. Messieurs, comment on peut suivre la suite? Comment on peut soutenir l'association Trail Sans Limite? C'est quoi la meilleure façon d'être à vos côtés? Les réseaux sociaux, déjà. Nous, on est vachement sur les réseaux sociaux avec Trail Sans Limite. Soutenir, aller mettre un like, un petit pouce et partager ce qu'on vit, les émotions qu'on vit. Ce que je trouve ça ultra bien, c'est que fin septembre, il y a une nouvelle personne qui va monter sur la Joëlette et qui va me remplacer. Et ça, je trouve ça trop bien que d'autres personnes le découvrent. N'hésitez pas à écrire à Trail Sans Limite si vous êtes une personne en situation de handicap pour aller vivre des bons moments en montagne avec eux. Et après, bien sûr, comme il dit, il y a beaucoup d'amour, mais ça coûte très cher à aller participer à UTMB financièrement pour loger, pour les transports des gens et tout. La nourriture et tout. Il y a un compte Hello Asso si vous voulez partager et nous filer un coup de main financier. Ça y est possible. Et voilà, après, on est ouvert au partage. C'est l'association qui veut ça. Tout le monde est bienvenu pour nous soutenir. J'ai une question traditionnelle de fin de podcast qui est non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce qu'il y a une devise ou peut-être une pensée à partager qui explique le sens de tout ce que vous faites ou ce qui vous anime profondément, si on pouvait se quitter là-dessus? Moi, je vais dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est merci à eux. Merci à eux de amener une personne qui a plus la chance d'aller faire de la montagne, aller voir des paysages extraordinaires. Je peux vous dire que je connaissais pas le Mont Blanc et le Mont Blanc, je l'ai vu de très près, il est extraordinaire. Et tu vas en faire le tour. C'est ce que dit Boris. Ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Exactement. Ouais, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est Saint-Exupéry. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est Boris. Ouais. Ça vous va bien. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tous les messages que vous portez, toute l'énergie que vous mettez, la bonne humeur. C'est
une source d'admiration infinie pour nous tous, coureurs, quel que soit le niveau. On l'a entendu aussi avec Blandine, mais pour tous les coureurs anonymes en situation de handicap, voilà, vous êtes des images qu'on a envie de voir, qui nous portent. Donc merci pour tout ce que vous faites. Je suis content de voir tout le rayonnement que votre initiative a pu trouver plus globalement autour de la team adaptive. C'est génial. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous. On va suivre la suite. On va être donc fin août, pas très loin aussi l'année prochaine, pour suivre si tout va bien, si tu fais bien ton régime. C'est important, Jonathan. Plus de civet. Plus de civet. On sera là très près de vous sur les sentiers et sur la ligne d'arrivée pour vous encourager. Merci en tout cas pour tout ce rêve que vous nous donnez. Et moi, je tiens à te remercier aussi de nous donner la parole et de partager notre expérience, parce que je pense que ça peut ouvrir la porte à plein de gens. Merci à toi, Guillaume. Merci Guillaume, c'était très agréable et très chouette. Merci à tous les deux, c'était un très beau moment. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.